Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Jean-Marc Lepage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé à l'université Rennes 2. Vous êtes spécialiste de la guerre d'Indochine, d'histoire du renseignement et de la guerre froide en Asie. Et vous venez de publier une nouvelle édition de la menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne aux éditions Passé Composé. Vous y retracez les différentes crises dans lesquelles la menace atomique a été employée depuis la seconde moitié du XXe siècle. C'est un sujet bien sûr d'actualité avec la guerre en Ukraine. Pour introduire cet épisode, est-ce que vous pouvez nous rappeler les puissances nucléaires dans le monde aujourd'hui ? Actuellement, vous avez 9 puissances nucléaires, 5 officielles, qui sont tous les 5 membres du Conseil de sécurité à l'ONU. Donc, dans l'ordre chronologique, les États-Unis, qui disposent de la bombe depuis 1945, ensuite l'Union soviétique, devenue la Russie, le Royaume-Uni en 1952, puis la France et la Chine populaire. Donc, toutes les 5 sont les officielles, on va dire, auxquels se sont rajoutés 4 autres pays, dans l'ordre là aussi chronologique, Israël. Alors, la date n'est pas tout à fait fixée, à la fin des années 1960. Puis ensuite, l'Inde, le Pakistan et enfin le petit dernier en date qui est la Corée du Nord. Vous le dites dans le livre que posséder la bombe nucléaire n'est pas suffisant, il faut encore pouvoir la lancer, et idéalement à partir des 3 composantes d'une armée, terre, mer et air. Est-ce que toutes les puissances que vous avez citées disposent de l'ensemble de ces possibilités ? Alors ce qu'on appelle ici la triade, non. Ayant actuellement les trois composantes, vous avez donc les États-Unis et l'URSS, enfin la Russie, pardon, la Chine. Alors l'Inde se doterait d'un premier essai-NLE prochainement et la Corée du Nord fait des essais avec un sous-marin classique qui serait doté de missiles nucléaires. La France et le Royaume-Uni ont renoncé à la triade. Le Royaume-Uni donc ne dispose plus que de la composante sous-marine avec la classe Vigile. La France a renoncé donc à sa composante terrestre lorsqu'elle a désarmé le plateau d'Albion au début des années 90. Donc la France ne dispose plus que des composantes navales et aériennes. Le Pakistan n'a pas la composante navale. La bombe a été utilisée pour la première fois et la seule fois à ce jour par les Américains contre le Japon. Donc c'était en 1945. La bombe Little Boy est larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. Puis la bombe Fat Man est larguée sur Nagasaki 3 jours après, le 9 août. Comment s'est fait le choix des cibles à l'époque ? Le choix des cibles est issu du travail d'un comité au sein du projet Manhattan. Son travail qui était de définir un certain nombre de cibles qui répondaient à des critères relativement précis, que ce soit des villes encore intactes. Et ça n'a pas été la partie la plus simple à trouver du fait des bombardements massifs sur l'archipel. Des cibles, des villes encore relativement intactes, relativement importantes, qui avaient un intérêt militaire, que ce soit par des villes de garnison, des ports, des entrepôts, des usines et ce genre de choses. Et ils ont abouti finalement à une liste, une shortlist, de laquelle a été soustraite Kyoto, puisqu'elle était en numéro 1. Vous aviez Kyoto, vous aviez Hiroshima, Kokura, le port de Yokohama, Niigata également. Nagasaki, finalement, est arrivé sur le tard. Tout ça s'est fixé durant le printemps 1945. Et à quel moment la décision de frapper est prise et pour quelles raisons ? Alors la raison, elle a été prise par Harry Truman. Alors les raisons, elles sont multiples. Alors évidemment, la première de ces raisons qui est souvent avancée à très juste titre, c'est effectivement mettre un terme à la guerre dans le Pacifique, préserver la vie des soldats américains, puisque le plan d'invasion de l'archipel tablait quand même à 100 000 pertes par mois, tués et blessés entre novembre 1945 et juin 1946. Donc on avait évidemment cette dimension-là. On a une dimension plus prosaïque, sinon plus séique. C'est justifier l'investissement. La partie chez les Américains ne comprendraient pas, ou le Congrès ne comprendrait pas qu'on ait dépensé 2 milliards de dollars de l'époque pour rien. On a une dimension raciale également, dans le sens où il faut se venger du Japon. On a également ce qu'on va appeler plus tard la diplomatie nucléaire. C'est James Burns, qui était donc un des proches conseillers de Harry Truman, qui a défendu cette idée qu'il fallait, face aux velléités supposées hégémoniques de l'URSS en Asie, mettre un frein. Oui, parce que entre les deux bombes, Staline, comme convenu lors de la conférence de Yalta, entre en guerre contre le Japon. Il lance l'offensive de Mandchourie. L'utilisation de la bombe, c'est aussi un message lancé par les Américains à l'intention des Soviétiques. Tout à fait. Alors après, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre tempête d'été qui se déclenche donc le 9 août et Nagasaki? Non. Il n'y a pas de rapport, mais enfin plus globalement, effectivement, au-delà de tempête d'été, donc le nom de l'offensive, on a cette idée de l'avertissement à l'URSS.
Il avait été décidé que le largage de la première bombe sur le Japon se ferait sans avertissement préalable des autorités de Tokyo. Et quelques années après, en 1950, lors de la guerre de Corée, la doctrine d'utilisation a déjà évolué. Et on voit une opposition, n'est-ce pas, entre les militaires, en l'occurrence le général MacArthur qui considère que cette bombe est une super arme et qu'il convient de l'utiliser, et puis le président Truman qui a conscience du statut à part de cette arme. Est-ce que très vite, l'arme devient le domaine du politique ? On pourrait presque dire quasiment instantanément en fait. Effectivement, lorsqu'elle est conçue par les scientifiques du projet Manhattan comme par les militaires, c'est une super bombe. Il n'y a pas de différence de nature entre le bombardement d'Hiroshima et celui de Tokyo du mois de mars. Il s'agit de raser une ville comme les Américains savaient faire. Par contre, très rapidement, on peut dire immédiatement, dès le jour même, Harry Truman comme semble prendre conscience effectivement qu'on a changé de dimension et que cette arme, c'est l'expression que on peut employer assez souvent, est trop sérieuse pour être laissée entre les mains des militaires et qu'il est nécessaire que le politique garde la haute main sur son utilisation. Et ce qu'on verra effectivement en Corée en 1950, lorsque General MacArthur, lui toujours dans cette même logique, c'est une super bombe, c'est une arme conventionnelle quasiment presque comme une autre, souhaitera l'utiliser. Et là, on a la fin de non-recevoir d'Harry Truman, qui est clair. Les soviétiques avaient été informés du projet Manhattan par leurs espions durant la Seconde Guerre mondiale. Leur premier essai a lieu en 1949 et ils vont recourir à la menace nucléaire assez vite lors de la crise de Suez en 1956 et pas contre n'importe qui, contre la France et l'Angleterre. Est-ce que c'était des menaces sérieuses ? Clairement non. Alors effectivement, donc on a ce moment un petit peu clé où on a Nikita Khrouchtchev qui menace d'utiliser les moyens à sa disposition. Bon, il n'utilise pas le terme nucléaire, mais tout le monde le comprend. Mais il n'a pas les moyens à ce moment-là de mettre sa menace à exécution. Qu'il faut voir davantage, en fait, c'est l'action économique des États-Unis sur la Grande-Bretagne, qui là va véritablement avoir un impact sur le processus de décision britannique. Et pour ce qui est des Soviétiques, c'est davantage des menaces d'intervention conventionnelle en Syrie et peut-être même en Égypte. Donc plus que la menace nucléaire qui a été brandie comme une menace très rhétorique, ça commence à se mettre en place véritablement durant les années 50. Et est-ce que ces menaces concourent au fait que la France et l'Angleterre veulent se doter de l'arme nucléaire ou est-ce que c'était des projets antérieurs pour ces deux nations ? Pour ce qui est de la Grande-Bretagne, c'était déjà fait dès 1952, que la Grande-Bretagne est une puissance nucléaire à ce moment-là. Ce qui relativise d'autant plus les menaces soviétiques sur la France. Oui, là on a un lien assez clair entre l'affaire de Suez et la dotation, même si dès 1945, on a la création du CEA, le Centre d'études atomiques, qui a une vocation militaire. Donc on commence déjà à mener des recherches. Ensuite, en 1954, Pierre Mendès France fait rentrer la France dans ce programme nucléaire. Et finalement, c'est une confirmation avec cette affaire de 1956. Et d'ailleurs, ça va être un moment clé pour Israël également, puisque c'est en 1956 qu'on a une convention qui veut qu'entre la France et Israël, que la France livre un réacteur nucléaire à Israël. Vous avez parlé de l'année 1954, donc à ce moment-là, la France est empêtrée à Dien Bien Phu, en Indochine, et vous rapportez une proposition faite en avril 1954 par le secrétaire d'État américain, Dulles, au ministre français des Affaires étrangères, Georges Bidault, et il lui dit si nous vous en donnions 2 des bombes nucléaires. Et cette proposition, d'ailleurs, je le signale, est au cœur du roman Une sortie honorable du prix Goncourt Éric Vuillard. Est-ce que cette menace était réelle et sérieuse ? Et est-ce qu'elle a été envisagée par l'armée française ? Alors non, là encore, alors c'est un petit peu un serpent de mer cette affaire-là, puisque John Foster Dulles a démenti par la suite avoir fait cette proposition. Du côté français, Georges Bidault, lui l'a confirmé, ainsi qu'un certain nombre de ses proches, son épouse d'ailleurs, l'a également confirmé récemment. Alors là, la question se pose un petit peu du pourquoi de la chose, d'autant plus que Dulles était parfaitement au courant que c'était mission impossible. Parce que les deux armées étaient proches. Non, même pas ça. C'est-à-dire même de mission impossible de refiler des armes nucléaires à la France. Puisqu'il y a un contrôle politique aux États-Unis, avec l'Agence à l'énergie atomique, qui autorise ou pas le déplacement des armes nucléaires. Donc on imagine assez mal quand même cette agence permettre au gouvernement des États-Unis de refiler 2 bombes atomiques à la France. Donc déjà, on a cette dimension-là. Dulles est au courant que c'est pas possible, cette affaire-là. Après, est-ce que ça a été envisagé du côté français ? Non. Ce qui a été envisagé du côté français, ce sont des frappes aériennes conventionnelles, l'opération Vautour, avec des bombardements assurés par plusieurs dizaines de bombardiers B-29 sur les pourtours du camp retranché. Mais là encore, l'affaire est mornée, puisque la condition émise par les États-Unis pour pouvoir effectuer ces frappes aériennes autour du camp retranché, c'était d'avoir que ce soit une action commune avec les Alliés, dont la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, dès le début du mois d'avril, a dit non. En fait, cette affaire-là, dès le 4 avril, c'est mort. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de frappe conventionnelle autour de Dien Bien Phu.
Dans les années 50, la France ne disposait pas de l'arme nucléaire. Les premiers essais ont lieu en 1960, d'abord en Algérie, puis à partir de 1966 en Polynésie. Quelle est la doctrine française d'utilisation de l'arme nucléaire ? Doctrine française, c'est celle, de dissuasion, clairement, et de non-utilisation en premier. C'est-à-dire qu'on utilisera l'arme nucléaire qu'en cas d'agression et de menace sur les intérêts vitaux de la nation. L'autre élément, c'est la stricte suffisance. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas comme les États-Unis ou l'URSS dans une course aux armements. On dispose du nombre d'ogives strictement suffisant pour l'usage qu'on aurait à en faire. Donc ce sont ces deux dimensions, dissuasion, pas de frappe en premier et la stricte suffisance. Le sommet de tension de la guerre froide, c'est incontestablement la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Donc il s'agissait de l'installation à Cuba de batteries de missiles nucléaires soviétiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le contexte dans lequel la crise survient et pourquoi Khrouchtchev, le premier secrétaire du Parti communiste d'alors, prend la décision d'installer des missiles à Cuba ? Alors, on a plusieurs éléments ici qui se cumulent. D'abord, le casus belli, peut-être, est l'installation de missiles américains Jupiter en Turquie, chose qui est considérée comme totalement insupportable par Nikita Khrouchtchev. Donc ça, enfin en Turquie, puis également en Italie pour des Jupiter, et au même moment des missiles Thor en Grande-Bretagne. Donc on a cette dimension-là. Ensuite, l'autre dimension, c'est qu'on est en pleine crise également de Berlin. Depuis 1958, jusqu'en 1961, la construction du mur, octobre 61, c'est extrêmement tendu. On a cette crise de Berlin quand même qui fait on a une rupture des relations entre les deux grands. On a également la montée en puissance de la Chine, qui fait qu'on a une concurrence dans le bloc socialiste. Et cette volonté également de l'URSS d'être considérée comme un équivalent des États-Unis. On a une quête de prestige quand même et de puissance de l'Union soviétique. Donc on a tout ce faisceau d'éléments concomitants qui font que Nikita Khrouchtchev, en avril 1962, prend la décision, pratiquement seul, de faire installer des missiles nucléaires sur l'île de Cuba, avec des objectifs qui sont assez clairs, entre autres, de faire en sorte de protéger Cuba de toute ingérence américaine. Après la découverte des missiles, plusieurs options sont sur la table. Celle qui sera retenue, c'est le blocus de Cuba. Mais l'hypothèse des frappes nucléaires contre l'URSS a existé et elle est assez vite écartée par Kennedy. Qu'est-ce qui l'a empêché d'appuyer sur le bouton ? Sa volonté de ne pas rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. Effectivement, tout de suite, on a eu les frappes, pas forcément nucléaires sur Cuba, mais au moins des frappes conventionnelles pour détruire toutes les bases de missiles. Et lorsqu'il a posé la question au sein de l'EXCOM, du comité exécutif autour de lui, créé au moment de la crise, la question a été posée aux militaires américains, quelle était la proportion des armes nucléaires qu'elle ait détruites, des armes qu'elle ait détruites, etc. Bon, à aucun moment, les militaires n'ont lui assuré que 100% des armes des missiles nucléaires installés sur l'île allaient détruire. Donc, il y avait toujours quand même cette menace-là. Et autrement, la raison principale, c'est que pour Kennedy, il était hors de question de déclencher une troisième guerre mondiale. Ça a été écarté tout de suite. Et il se trouve qu'en plus, Nikita Khrouchtchev en face refusait également cette option de troisième guerre mondiale. Et ce qui est décisif dans la mise en pratique de la menace, c'est quoi ? C'est la doctrine nucléaire de chacun des pays ou c'est le caractère des hommes, c'est-à-dire du président américain et du premier secrétaire soviétique ? Parce que ça tient pas à grand-chose en définitive, non ? Non, on est bien d'accord. Ce sont les hommes qui, en définitive, vont appuyer sur le bouton ou pas. Là, après, on a les garde-fous, évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais globalement, quand même, les hommes jouent un rôle, il me semble, extrêmement important. Même si on a une thèse à côté qui veut que ce soit lié plus à la chance qu'autre chose, qu'il n'y ait pas eu d'explosion anticipée ou non désirée, etc. C'est vrai, on est quand même passé assez souvent proche de la catastrophe, mais quand même régulièrement, quand même, c'est le facteur humain ici qui va se montrer décisif. Et sur cette affaire de Cuba, comme sur tous les autres, je crois qu'à aucun moment, l'un des dirigeants n'a souhaité que ça déborde. Et donc, on a toujours su soit s'arrêter avant, soit, de toute façon, les enjeux n'étaient pas réunis pour déclencher le feu nucléaire. Le seul dirigeant qui, semble-t-il, a incité à utiliser l'arme nucléaire, c'est Fidel Castro, en fait, a poussé l'URSS à l'utiliser, c'est le seul a priori. Oui, visiblement, effectivement, il était prêt à sacrifier l'île au profit de la révolution internationale. Après, on a eu également Mao, qui a eu des propos assez ambigus, on va dire, au début des années 50, en disant les armes nucléaires américaines ne sont que des tigres en papier, ils peuvent toujours nous frapper, de toute façon, nous sommes une population de paysans, et
ils peuvent nous tuer 200 millions d'habitants, il y en aura toujours 300 millions derrière, donc on a aussi cette dimension-là. Vous dites à propos de Cuba, mais aussi plus généralement à propos de chacune des crises, c'est que le fait de brandir la menace d'emploi de l'arme nucléaire par un belligérant soulève un tollé international. Est-ce que ces protestations proviennent des pays du bloc menacé ou également de l'autre bloc? Quelle est l'attitude des pays non alignés? Est-ce que tout le monde se soulève contre l'utilisation potentielle de l'arme? Globalement, c'est quand même assez mal vu. Ouais. Un des meilleurs exemples que je vois, c'est la guerre de Corée. Lorsque Harry Truman a des paroles a priori malheureuses le 30 novembre 1950, lorsque lors d'une conférence de presse, il laisse à croire que l'arme nucléaire pourrait être envisagée. Or, on a effectivement les Chinois et les Soviétiques qui poussent des cris d'orfraie, mais également en France. Enfin, en Europe, les Britanniques et les Français refusent cette utilisation. Nehru en Inde pousse même en disant qu'on ne va pas frapper à nouveau un pays asiatique, etc., etc. Je crois qu'il y a une sorte de consensus quand même international qui veut que celui qui utiliserait cette arme en premier serait mis au banc des nations. On a vraiment quand même cette impression-là. Et ce qui était vrai dans les années 50 reste vrai de nos jours. Il suffit de voir donc, la réaction de l'opinion publique internationale dès que le mot nucléaire est prononcé. Est-ce qu'après Cuba, les doctrines des Américains et des Soviétiques changent? Parce qu'on a notamment l'impression qu'il y a moins de tensions entre deux après cet épisode. Alors oui et non. Alors les doctrines changent effectivement. Enfin, pour ce qui est de la doctrine américaine, ça bouge un tout petit peu dès 1961. On passe la doctrine des représailles massives, où en gros, les États-Unis sont agressés et on transforme l'Union soviétique en parking immédiatement, à la théorie de la riposte graduée à partir de 1961 et c'est véritablement mis en place en 1962. L'idée ici des États-Unis, c'est que désormais on a un concurrent qui dispose d'armement nucléaire, donc on va faire un petit peu plus attention, d'autant plus qu'on ne veut pas non plus aboutir à l'apocalypse. Du côté soviétique, la doctrine en fait de Sokolovski est posée en 1964, où là il s'agit clairement d'envisager tout conflit à venir, majeur évidemment, avec l'OTAN en particulier, avec une composante nucléaire d'entrée. C'est-à-dire on utiliserait ici l'arme nucléaire comme une super artillerie. Et cette doctrine Sokolovski est abandonnée avec la fin des années 70, le début des années 80, où on revient sur quelque chose de plus classique, de dissuasion et de non-utilisation en premier. Alors après, est-ce qu'on a une détente? Oui, on a une détente entre les deux, mais c'est ça qui est assez étonnant, paradoxal, puisque d'un côté, on a des traités, celui de non-prolifération en 1968, un traité qui interdit les essais nucléaires en 1963, on a les accords de limitation, SALT, en 1972, mais ce qui n'empêche pas la course aux armements. Le dernier moment de tension de la guerre froide, c'est quoi? C'est 1983 et l'exercice de l'OTAN? Oui, 1983 est un moment quand même extrêmement important, extrêmement tendu. Abel Archer, qui est l'exercice de l'OTAN, à la dernière phase de cet exercice de l'OTAN de novembre 1983 étant peut-être sans doute l'acmé de cette période, mais l'année 83 est quand même une année compliquée, on va dire. 82-83. C'est America is back, les États-Unis qui désormais rentrent vraiment dans une politique de rollback. Il s'agit d'abattre l'hydre soviétique et on a un contexte international extrêmement volatile. Les Soviétiques sont en Afghanistan, les Soviétiques abattent ce fameux avion de la Korean Airlines 747 au début de l'année 83. Les propos tenus par les États-Unis à l'égard des Soviétiques sont extrêmement durs. Les Américains, de leur côté, multiplient les manœuvres navales et aériennes sur les frontières soviétiques. Donc, on a vraiment ici quelque chose de très volatile. Et les Soviétiques, en plus de leur côté, depuis 1979, ont mis en place un plan de détection d'une attaque majeure américaine, le plan Ryan, qui vise à essayer de trouver tous les indices d'une future attaque nucléaire américaine ou otanienne. Donc, on voit bien ici que 83, c'est quand même un moment extrêmement tendu. Alors avec la fin des années 80 et l'effondrement de l'URSS, les zones de tension nucléaire changent. Donc vous reprenez les autres théâtres dans votre livre, l'Inde et le Pakistan autour du Cachemire, la Corée du Nord, l'Iran. Ces différentes situations qui seraient longues de reprendre ici sont donc détaillées dans le livre. Est-ce que cette course à l'accès à l'arme nucléaire est la preuve que la dissuasion nucléaire est efficace? Est-ce qu'elle empêche des guerres? Est-ce qu'elle empêche les guerres? Non, clairement, elle n'empêche pas des guerres, puisqu'on voit bien entre l'Inde et le Pakistan que c'est pas parce que les deux sont dotés qu'ils vont se retenir de se taper dessus. Par contre, on va être sous le seuil. L'Inde et le Pakistan, vont quand même faire, en 1999 en particulier, sur l'affaire du Kargil, 99-2000, se retenir. On va beaucoup menacer, on va montrer les muscles, etc. On a des combats de très basse intensité, en faisant extrêmement attention des deux côtés, mais
ça n'empêche pas le conflit. L'exemple ukrainien est magnifique, ça n'empêche pas les conflits. Par contre, est-ce que la dissuasion a été efficace? Je dirais que pendant toute la guerre froide, on n'a pas pu s'en rendre vraiment compte. Alors c'est vrai qu'on a la longue paix, telle qu'elle a été définie, comme quoi il n'y a pas eu de confrontation entre les deux grands grâce à l'arme nucléaire. Soit, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de confrontation entre eux. Est-ce que les intérêts vitaux de chacun des deux a été engagé? Je suis pas foncièrement convaincu. Pour qu'il y ait dissuasion, il aurait fallu qu'il y ait volonté d'un des deux d'agresser l'autre. Est-ce que ça a été le cas? Les recherches relativement récentes montrent que Staline n'a jamais voulu envahir, venir jusqu'à Brest. Actuellement, effectivement, là on se rend compte que la dissuasion sur l'Inde et le Pakistan empêche de la montée aux extrêmes. Ça n'empêche pas le déclenchement d'un conflit, mais il reste traditionnel et assez vite circonscrit en fait. C'est ça, ça va amener à des conflits limités. Vous avez parlé du traité de non-prolifération nucléaire, donc signé en 1968. 4 pays ne l'ont pas signé: l'Inde, le Pakistan, Israël, qui sont des puissances nucléaires, et le Soudan du Sud. La Corée du Nord s'en est retirée. Est-ce que ces traités internationaux permettent d'éviter que des pays accèdent à la puissance nucléaire? Il y a quand même des contrôles. Alors d'abord, est-ce que ça empêche les pays d'accéder à la puissance nucléaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays à vouloir accéder? Déjà, il y a aussi cette question-là. Dans le monde actuellement, à part l'Iran, que l'on suppose vouloir accéder, parce que là aussi, on a des points de vue un petit peu différents. Bon, la Corée du Nord, c'est évident. Mais autrement, on a plus de pays à s'être retirés d'un programme nucléaire que de pays à vouloir y accéder. Se sont retirés quand même des puissances nucléaires. Alors c'est vrai que l'Ukraine, le Kazakhstan, c'est un peu particulier, mais l'Afrique du Sud était une puissance nucléaire. Ils disposaient de bombes. Ils se sont désarmés. Le Brésil, la Libye avaient également des programmes et ils ont arrêté. Donc déjà, on a cette question-là. Qu'en est-il de la prolifération? Est-ce qu'elle est si importante que ce qu'on veut bien prétendre? Et deux, est-ce que le TNP joue un rôle? Oui, certainement quand même. Depuis l'affaire d'Irak et la multiplication quand même des contrôles, des inspections, du contrôle international, on peut supposer quand même que oui, elle joue un rôle. Que l'Agence internationale à l'énergie atomique joue un rôle, même si elle est très contrainte. Le dernier traité en date de l'ONU, c'est le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été signé en 2017 et entré en vigueur en janvier 2021. Il n'est signé que par des pays non nucléaires. Donc son but, c'est quoi? C'est d'éviter que des pays accèdent à l'arme nucléaire, c'est ça? Je pense qu'on est ici sur un mouvement international qui prône le désarmement et qui voudrait que effectivement le monde soit désarmé, ne dispose plus de ces armes nucléaires. Il a le mérite d'exister, mais il reste quand même en grande partie très très utopique actuellement, d'autant plus qu'on voit bien avec ce qui se passe en Ukraine, il serait du point de vue des puissances dotées, il serait très dangereux de se désarmer. À propos de la guerre en Ukraine, justement, quel usage Poutine fait-il de la menace nucléaire? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux ou est-ce que c'est la continuation des doctrines habituelles? Alors pour ce que j'ai pu en lire ces derniers temps, j'ai bien l'impression qu'on reste sur la rhétorique classique de la menace nucléaire pour marquer le territoire. Je menace les pays, l'OTAN, enfin tout pays qui souhaiterait s'ingérer de manière brutale, en quelque sorte, dans le conflit ukrainien, faire un dôme au-dessus de l'Ukraine pour qu'on me laisse les coups des franges. Mais sans qu'il y ait vocation ou volonté, là encore, semble-t-il, d'utiliser ces armements nucléaires. Ce qui permet de le dire quand même, c'est que les mouvements des forces stratégiques russes sont surveillés, couvés comme le lait sur le feu, et on ne voit rien apparaître de nouveau dans la posture. Poutine, comme les Kim en Corée, sont accusés parfois d'être fous et dangereux. Les Soviétiques, à l'époque, accusaient les Américains de la même chose. Et finalement, jusqu'à présent, toutes les stratégies d'utilisation étaient rationnelles, non? Oui, c'est mon impression. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour ça va changer, évidemment. Mais oui, alors, ceux qu'on a taxés de folie, ce sont effectivement les Kim. Ce sont des champions du monde, quand même, dans l'utilisation de la menace et de la rhétorique nucléaire. Et ils ont atteint leur objectif. L'objectif des Kim, c'est la survie et la sauvegarde de leur régime. Avec l'accession à l'arme nucléaire, ils vont y arriver. Et il faudrait être fou, là, par contre, d'aller frapper la Corée du Sud ou je ne sais quel pays dans le secteur qui entraînerait une riposte qui mettrait à bas leur régime. Donc c'est parfaitement rationnel. Et pour ce qui est de Poutine sur l'Ukraine, il a sa rationalité qui est différente de la nôtre. Et oui, ça me semble aussi parfaitement rationnel. Le cas de Zaporizhia est nouveau en fait, puisque là c'est une structure nucléaire civile qui est prise en otage par une armée qui se met ainsi à l'abri des tirs adverses. Est-ce que les risques d'accident sont grands à votre avis? Donc Zaporizhia est occupé par les Russes, qui s'en servent comme
point de départ, il semble qu'on a un certain nombre de sites techniques, bâtiments techniques qui sont utilisés comme lieu de stockage, etc. On a des Ukrainiens qui frappent, semble-t-il. Je vois pas pourquoi les Russes bombarderaient le site qu'ils occupent. Donc on a des Ukrainiens qui bombardent de temps en temps le site. Ce qui est touché, ce sont les sites très externes, enfin, les zones techniques ou ce genre de choses. Avant de détruire un réacteur nucléaire, surtout ceux qui sont fabriqués à Zaporizhzhia, bon, on n'y est pas, clairement. Le risque est quand même extrêmement faible, là encore. J'ai bien l'impression qu'on se retrouve à nouveau dans une rhétorique assez politique. Alors c'est mon point de vue à moi, quand je réfléchis un petit peu à la chose, une rhétorique un petit peu politique, c'est-à-dire que là on fait monter les tensions. Peut-être que du point de vue ukrainien, on se dit que à la fin de l'été, les opinions publiques occidentales commencent à se lasser, qu'il faut relancer un petit peu les tensions pour se rappeler au bon vouloir des populations, etc. Et les Russes jouent un petit peu là-dessus également, donc c'est possible. J'ai l'impression que ça reste encore très politique cette affaire-là. Oui, en tout cas, on n'est jamais à l'abri d'accidents. D'ailleurs, le dernier chapitre de votre livre s'intitule « Crash et bug, les incidents nucléaires » et vous racontez par exemple des épisodes terribles où il y a des erreurs de détection de radar simplement parce que le radar ne fonctionne pas bien et bien souvent, ça ne doit qu'à la lucidité d'un seul homme de ne pas être interprété comme une attaque de missile. Donc il y a clairement un facteur chance. Oui, alors là, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du facteur chance. Oui, effectivement, on a eu un gros coup de bol, qu'il n'y ait pas eu une explosion non désirée ou ce genre de choses. Et donc, c'est une thèse qui est défendue par Benoît Pelopidas à Sciences Po en particulier, pour dire effectivement, on est passé quand même assez près du gouffre à certaines occasions. Et là, vous allez avoir l'autre école qui va dire, s'il n'y a pas eu, c'est pas une question de chance, c'est tout bêtement une question de fiabilité des systèmes et de fiabilité des hommes qui sont à leur tête. Là, c'est un petit peu compliqué de trancher. J'aurais peut-être un petit peu tendance quand même à pencher du côté de la fiabilité. Et depuis les 2 bombes lancées contre le Japon, les morts liés à l'atome sont civils. Donc on pense à Tchernobyl en 1986, à Fukushima en 2011. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus aujourd'hui, comme l'incident nucléaire de la centrale de Windscale en Angleterre en 1957 et la fonte partielle du cœur d'un réacteur de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie en 1979. Aujourd'hui, il y a 440 réacteurs nucléaires dans le monde qui fournissent 10% de l'électricité mondiale. Est-ce que vous pensez qu'en 2022, la menace nucléaire civile, par un accident ou un acte de terrorisme, est supérieure à la menace militaire? Pour ce qui est du militaire, j'ai quand même l'impression que tout ça est quand même très bien cadré. La menace terroriste sur les sites nucléaires, j'ai tendance à pas trop y croire. Je sais pas, on détourne un Boeing 747 ou un A340 qu'on balance sur une centrale, bon, il faut quand même, c'est pas un truc qui se fait facilement. L'investissement d'une centrale, c'est toujours faisable ça, mais Greenpeace le montre assez régulièrement. Et l'investissement d'un cœur, enfin vraiment du réacteur et de la zone de contrôle, ça, bon, je pense que c'est un peu plus compliqué, parce que les forces spéciales s'entraînent régulièrement à prendre d'assaut des centrales nucléaires pour tester la sécurité. Donc la menace terroriste, j'y crois pas trop. Après, l'accident civil, on a vu avec Fukushima. Construire une centrale nucléaire dans une zone sismique, c'est quand même pas le truc le plus intelligent qui soit, quoi. Donc effectivement, à ce titre-là, oui, sans doute qu'il y a plus de risques du côté du civil que du militaire, j'ai l'impression. Ouais. Alors pour terminer, pour l'anecdote, vous citez dans votre livre l'horloge de la fin du monde, qu'on appelle aussi l'horloge de l'apocalypse, où minuit signe la destruction de l'humanité. Bon, elle est toujours bloquée à 100 secondes avant minuit. Et on verra s'il l'actualise après la guerre en Ukraine. De toute façon, l'actualisation, c'est au mois de janvier. Donc la guerre d'Ukraine est partie pour durer encore un petit peu. Donc on verra effectivement si on passe à 90 secondes. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Marc Lepage, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, La menace nucléaire, de Hiroshima à la crise ukrainienne. C'est aux éditions Passé Composé et disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour un prochain épisode. À bientôt.